Bonsoir à toutes et tous. Je m'appelle Gaetano Bordenga et je suis le vice-président de la commission Moot Court Competitions pour Elsa Brussels. Nous sommes réunis aujourd'hui afin d'assister à l'un des événements phares de notre association, le concours d'éloquence. Il était attendu depuis des mois et grâce aux assouplissements liés à la situation sanitaire, certains d'entre vous ont même pu venir à nos côtés afin de vivre ensemble cet événement. Cette année, nous aurons de nouveau l'honneur d'être accueillis au sein des locaux du prestigieux cabinet d'avocats Baker McKenzie, notre partenaire et sponsor. Nous tenons d'ailleurs d'ores et déjà à les remercier pour leur aide si précieuse. ELSA est le groupe local de l'European Law Student Association, ou plus simplement d'ELSA. ELSA existe depuis 1981, elle est présente dans plus de 220 universités et compte aujourd'hui plus de 50 000 membres, jeunes diplômés et étudiants à travers toute l'Europe. ELSA Brussels s'attelle non seulement à offrir des opportunités didactiques et professionnelles à ses membres, mais s'assure également de cultiver l'ouverture d'esprit des étudiants en leur permettant de se rencontrer et de collaborer à une échelle européenne. ELSA Brussels a comme devise et comme objectif premier de promouvoir a just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity. Cela fait maintenant plus de 30 ans qu'ELSA Brussels œuvre au sein de la faculté de droit de l'ULB pour faire vivre ses objectifs à travers divers événements tels que des conférences, des formations, des visites d'institutions et bien d'autres choses encore. Pour ce soir, c'est au travers d'un concours d'éloquence lors duquel s'illustreront 6 brillants orateurs que vous aurez l'occasion de découvrir notre chère association. Au cours de cette soirée, vous aurez l'occasion de voir s'opposer de talentueux orateurs sur des sujets imposés. 3 citations, 3 confrontations, 6 orateurs, cette soirée promet d'être des plus palpitantes. Stress, rire, émotion, fascination, c'est tout ce que je vous souhaite durant ces confrontations. Mesdames et messieurs, que l'édition 2021-2022 du grand concours d'éloquence d'ELSA Brussels commence. Le premier membre de notre jury de ce soir que j'aimerais vous présenter est l'ancienne présidente d'ELSA Brussels, aujourd'hui collaboratrice pour le Parlement bruxellois, et nous sommes véritablement ravis de l'accueillir pour ce concours d'éloquence. J'ai l'honneur de vous présenter une véritable icône de notre association, Mélissa Sokoli. Ensuite, membre du Centre Perelman de philosophie du droit et professeur emblématique de la faculté de droit et criminologie de l'ULB, j'ai l'honneur de vous présenter Maître Friedman. Les prochains membres de notre jury de ce soir sont diplômés de l'ULB, avocats au barreau de Bruxelles et travaillent au sein du cabinet de renommée internationale Baker McKenzie. J'ai nommé Maître Lebrun, partenaire au sein du département Dispute Resolution, et Maître Walscott, associate au sein de ce même département. Et nous avons un dernier jury à présenter. Il s'agit du public que nous allons inviter, à l'issue de toutes les prestations, à voter pour le candidat qui l'aura le plus convaincu par son éloquence ce soir. Pour cette première citation, l'homme seul est toujours en mauvaise compagnie. Nos 2 candidats qui s'affrontent sont Laurélie Cardo et Jean Kitenge. Laurélie Cardo est une Suissesse qui vient de Genève et qui est en dernière année master de droit général et adepte des cafés-débats. Elle est curieuse, dynamique et motivée et elle va défendre l'aspect positif de cette citation de Jean Cocteau. Face à elle, Jean Kitenge, un adepte des concours d'éloquence. Il a atteint l'année passée la demi-finale du concours d'éloquentia. Il est diplômé d'un bachelier en sociologie et anthropologie et a entamé cette année un double cursus en gestion des ressources humaines et en droit. Il sera opposé avec son argumentation négative sur la citation de Jean Cocteau. L'homme seul. Qu'est-ce donc que cette chose-là? L'expression du genre masculin éprouvant le célibat? Non. L'être humain, tout genre confondu, en situation d'isolement, d'isolement? Non plus. Laissons de côté ces interprétations. L'homme seul se comprend ce soir comme la désignation de l'humain, s'étant érigé seul au centre de toute chose. N'essayez pas de trouver plus égocentrique, vous n'y arriverez pas. L'être humain s'étant auto-proclamé maître de toute chose, car oui, disons-le franchement, le regard que nous portons sur le monde est dual. Il y a les choses et puis nous. Ou plutôt l'inverse. Nous sommes et puis il y a ces choses-là, non humaines. Les forêts, les océans, les rivières, les animaux, le climat et tant d'autres. En somme, la culture en opposition à la nature. C'est bien cette chosification compulsive de l'être humain qui crée en nous ce sentiment de propriété. Le monde est nôtre, c'est notre projet. L'homme, référence de toute chose, adopte cette position anthropocentrique, qui nous permet de nous concevoir seuls, supérieurs,
entité séparée des autres entités de la nature. L'homme seul est orgueilleux. Oui, car malgré cette désillusion cuisante infligée par Copernic à notre orgueil, plus communément connu sous le nom d'héliocentrisme, l'homme continue à penser que tout tourne autour de lui, qu'il demeure au centre de l'univers, et bientôt d'un métavers, au centre d'un méta-univers. Un futur qui vous fait, je l'espère, aussi métapeur qu'à moi. Parce que dans ce futur-là, attention, spoiler alerte pour celles et ceux qui n'auraient pas encore vu passer la nouvelle, et je ne parle pas de Greta Thunberg aperçue dans la STIB jeudi dernier, mais bien de Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, proposant de nous emmener au-delà du monde réel. Oui, parce que pour celles et ceux qui, tout comme moi, n'auraient pas suivi les cours de grec à l'école, méta signifie au-delà. Donc, entendons-nous bien, il ne nous propose pas de mettre fin à cette question existentielle de y a-t-il, oui ou non, une lumière au bout du tunnel? Pas du tout. Il s'agit plutôt de projeter notre univers réel dans une réalité augmentée. Ou comment plonger l'Anthropocène dans une nouvelle ère virtuelle. L'homme seul est vorace. Toujours plus. N'est-ce pas là aussi le propre de l'Anthropocène? Suivant une logique globale, l'homme adopte une attitude qui fait de nous la cause finale de toute chose, générant un mode de vie destructeur de la nature. Nature que l'homme a colonisée, en pensant que son bien-être repose sur l'utilisation de ressources qui paraissent infinies. Si je vous dis le 29 juillet 2021, à quoi pensez-vous? L'anniversaire de proche, certainement. Votre départ de vacances, destination le sud de la France, sans doute. Mais c'est surtout le 29 juillet 2021, le jour à partir duquel nous avons commencé à vivre à crédit. Le jour où l'humanité a consommé plus que ce que la Terre peut supporter. Ce qui m'amène à ajouter, l'homme seul est avide. L'homme seul est destructeur. Vous l'aurez compris. C'est cette séparation qui est dangereuse. L'homme seul d'un côté, la nature de l'autre. L'espèce humaine contre des dizaines de millions d'autres espèces. Augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur, fortes précipitations, inondations, sécheresse, réduction de la banquise arctique, etc. Tant et tant d'évolutions futures prévues par le GIEC, ce groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat que vous connaissez. Mais celles qui gagnent encore à être connues sont celles qui impactent notre santé mentale, à l'instar de cette jeunesse angoissée face à l'urgence climatique, ou encore de ce besoin ressenti par certaines et certains, ici présents, de renouer avec la nature, de tenter de réduire le stress, apaiser l'anxiété, simplement accroître son bien-être. Orgueilleux, vorace, avide, destructeur, courant tout droit à sa perte, l'homme seul est toujours en mauvaise compagnie. Et après quoi, me direz-vous? L'après, c'est maintenant. L'après se joue maintenant, à Glasgow notamment, où la 26e conférence des Nations Unies sur le climat s'est ouverte. Le mot d'ordre, vous le connaissez. Agir. Agir vite, agir fort. Mais à nouveau, il est difficile de sortir des mesures lorsque l'on reste centré sur soi, sur l'humain. Lorsqu'il faut que nous soyons confrontés à une pandémie sans précédent, pour que les industries, notre économie, ralentissent et fassent ainsi, pour la première fois en 2020, repousser ce fameux jour de dépassement. Ce qu'il nous faut, c'est une coalition terrestre. Faire société, c'est bien. Faire monde, c'est mieux. Car qu'est-ce qu'un monde, si ce n'est un ensemble de relations qui lie ces différentes pluralités ensemble? Qu'est-ce qu'un homme seul? Un homme qui a vocation à ne plus le rester. Un homme qui a vocation à sortir de sa solitude anthropocène et à faire corps avec la nature. Car après tout,
Notre destin est commun. L'homme seul serait-il toujours de mauvaise compagnie? En sommes-nous vraiment encore là? Cela fait 24 ans que je me pose la même question. Suis-je bien à ma place? Ne serais-je pas à une sorte d'imposteur? Et serais-je un jour assez bien, ne serait-ce que pour me tenir ici présent devant vous? En suis-je encore là? Perdu dans le vide, sans fin, d'attente d'un monde empli d'amertume et de désespoir. L'enfer, c'est les autres. Et ce n'est pas juste une jolie phrase de ça. Héritier d'une éducation à la dure, malgré toutes mes prouesses, ce n'était jamais assez. Tantôt trop noir, tantôt trop blanc, j'étais affublé de mots tels que mulâtre ou bâtard, de la bouche d'autres petits-enfants. Dites-moi, était-ce la solitude ici qui était coupable? L'homme seul est-il vraiment responsable ou à blâmer des millions de Hugo dans les camps de rééducation? Ou est-ce notre indifférence généralisée qui permet à l'indicible de perdurer? Est-ce vraiment l'homme seul qui nous fait oublier les malheurs perpétuels du Congo? Ou alors est-ce notre enthousiasme du plus grand nombre dès lors qu'un nouvel iPhone sort, qui dans son vacarme étouffe le silence des meurtres? Est-ce que l'homme seul est toujours de mauvaise compagnie? Permettez-moi, avant toute chose, de vous dire la chose suivante. Nul n'est plus seul que celui qui a besoin d'un groupe pour connaître l'exaltation de la vie. Car l'autre, qui a réussi à trouver à sa seule compagnie de quoi se satisfaire, lui, s'est trouvé en lui-même un allié et de taille. Nos petits moments de solitude, lorsque nous nous isolons pour méditer ou pour nous retrouver, telle une batterie qui aurait à se recharger pour préserver sa santé mentale, est-ce qu'à un seul moment, cela est nuisible? Je vous pose véritablement à tous ici la question. Fanon disait qu'il était triste pour un homme de ne pouvoir se voir qu'au travers du regard des autres. Je suis mon propre fondement, disait-il. Et j'ose espérer que ces mots résonnent dans le cœur de chacun d'entre nous ici présents. Car nous sommes souvent assombris et confus de fausses idées du bonheur. Serait-ce ici la victoire du paraître et des réseaux sociaux, où nous ne pourrions plus nous satisfaire de petits plaisirs de la vie, sans que cela soit le marketing d'un avatar qu'on aimerait voir dans le regard des autres? Ne pourrions-nous pas demain aller voir un film, manger dans un beau resto, tout seul, sans que cela soit le symbole d'un mal-être qu'on nous aurait prétendu? Et puis, est-ce que même être toujours accompagné est une bonne chose en soi? Constamment se soumettre au jeu social, où nous n'aurions plus de petits moments à nous, de liberté, où livrés à notre seul regard, plus personne ne nous jugerait. Voyez-vous, la solitude choisie, finalement, elle est une sorte d'émancipation, un moment de liberté, où nous pourrions transcender l'espace et le temps, détachés de nos entraves, pour nous rattacher à nos attaches spirituelles. Je vais vous proposer quelque chose aujourd'hui, à tous, vous tous. Reconnectons-nous à l'essentiel. Faisons l'éloge de la vie, une ode à l'autodétermination, car il s'agit là d'un besoin fondamental, que dis-je, d'un droit humain, inaliénable, celui de pouvoir jouir de soi, et ce pleinement, à tout instant, comme cet arbre qui puise dans ses racines, profitant de l'énergie de la terre, pour capter sa propre force et s'étendre dans les cieux. De ce fait, il livrera au monde de l'oxygène. Et l'Homo sapiens, c'est toujours au nom du groupe qu'il a tout détruit. L'hégémonie des hommes n'a jamais souffert de la célèbre phrase d'Hobbes, « L'homme est un loup pour l'homme ». Eh bien non, l'homme est d'abord solidaire des siens, contre l'étranger.
Et dans l'histoire, cela a causé pas mal de drames, d'innombrables même, du racisme au génocide, de la chasse à la destruction de la biodiversité. L'homme, quand il est en groupe et qu'il n'a pas ces petits moments de réflexion seul, emporté dans une sorte de bêtise collective, il finit par se détruire lui-même et le monde, dans une sorte de crainte du totalitarisme. Alors en effet, l'homme est un animal social qui vit et s'épanouit dans ses relations. Cependant, ne serait-ce pas justement les moments de solitude qui lui permettent de se développer, qui lui permettent de devenir une meilleure compagnie pour les autres hommes en société? Sinon, dites-moi, quel est le concept de l'emprisonnement? Dans un tout autre registre, pourquoi vous vous isolez pour préparer vos examens? Ou encore, pourquoi est-ce que Sangoku, avant chaque grand combat, il a à aller dans la salle de l'esprit et du temps? Cela tient en une phrase, plutôt en mots. Super Saiyan, permettre son évolution pour offrir la meilleure version de soi-même au monde, s'offrir au bien commun. N'est-ce pas justement, mesdames et messieurs, quand votre partenaire vous quitte, cet instant T de profonde solitude qui vous dicte vos lacunes, n'est-ce pas pour l'humanité ce moment où il sent qu'il s'est détaché de la nature, en appréhendant surtout les conséquences, qui lui permettent de se rendre compte de tous ces méfaits envers le climat? Alors accueillons ces profonds moments d'introspection pour nous extraire du jugement d'autrui et devenons enfin ce que nous sommes au nom de l'harmonie. Pour convaincre, la vérité ne suffit pas. Cette citation d'Isaac Asimov sera la deuxième thématique de notre concours d'éloquence, qui réunira Femina Asif, est une étudiante en deuxième année de droit à l'Université libre de Bruxelles. Véritable femme de caractère, elle n'hésite pas une seule seconde à prendre la parole et à exprimer son avis. Désireuse de montrer de quoi elle est capable, elle répondra par la positive à la citation d'Isaac Asimov. Dans la négative, nous aurons Mathias Bibot. Étudiant en deuxième année de master en droit de l'entreprise à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, candidat expérimenté dans la prise de parole, il a notamment été finaliste du concours de plaidoirie Elsa Brussels 2020-2021 et actuellement vice-président de la commission séminaires et conférences Elsa Belgium. Dans mon pays natal, le Pakistan, il y a une diction qui dit Sach bologe to samne wala khud bahut maan jayega. Cela signifie pour convaincre quelqu'un, tu dois juste dire la vérité. En grandissant, ma famille m'a toujours appris les valeurs de la sincérité. Ma mère m'a toujours dit que pour convaincre quelqu'un sur n'importe quel sujet, tu dois juste être honnête et dire la vérité. Mais attention, la vie n'est pas si utopique. Et avec tout ce que j'ai vu et vécu, croyez-le ou non, mais la vérité ne suffit pas pour convaincre. Permettez-moi de développer mon propos à l'aide de deux arguments. Tout d'abord, nous vivions dans une ère particulière, que nous pouvons qualifier d'ère de l'avènement du mensonge. Nous devons utiliser le mensonge pour convaincre. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui nous entourent utilisent le mensonge pour nous convaincre. De nombreux cas de figure de notre vie quotidienne peuvent illustrer ton affirmation. Et je ne pense pas que ça soit démagogique de dire que le plus facilement observable est celui des hommes politiques dans leur discours. Prenons un exemple. L'invasion irakienne par les États-Unis sous le grand George Bush Jr., qui prétendait vouloir changer le régime et éradiquer des armes de massive destruction. En réalité, ces armes étaient inexistantes. Par conséquent, tout cela n'était que des mensonges utilisés par les États-Unis pour 1. Justifier leur invasion et 2. Convaincre les autres pays que la guerre menée n'est pas illégale, mais au contraire éthique. La vérité était tout autre. Mon cas de figure suivant est plus léger, mais je suis certaine que vous l'avez déjà tous vécu au moins une fois dans votre vie. C'est le fameux mensonge des professeurs de maths. Rappelez-vous quand nous nous demandions à nos professeurs de maths pourquoi nous devons étudier toutes ces formules? Nous n'allons jamais les utiliser dans la vraie vie. Et les profs, pour nous convaincre, pour nous rassurer,
Utilisez toujours la même enquête. Mais si, vous allez voir, ça va beaucoup vous aider dans le futur. Je sais pas pour vous, mais moi, ça va faire presque 2 ans depuis mon dernier cours de maths. Et malheureusement, je n'ai pas encore utilisé la formule Y est égal à mx plus b. Pour information, j'étais forte en maths, mais ça ne me sert pas à grand-chose pour l'instant. Donc, bon, continuons. Donc, vous voyez à quel point le mensonge est présent dans notre vie. Juste pensez à tous ces petits mensonges du quotidien qui jalonnent notre route. Mais pourquoi mentons-nous parfois sans scrupule? Eh bien, tout simplement parce que le mensonge correspond la plupart du temps à ce que nous voulons entendre. Nous, les êtres humains, nous sommes construits de cette façon, à savoir vouloir entendre ce qui nous plaît. Et qu'est-ce qui nous plaît, me direz-vous? Ce qui nous fait sentir bien, évidemment. Et qu'est-ce qui nous fait sentir bien? Ce qui nous rassure. Et ce qui nous rassure n'est pas nécessairement la vérité. Je poursuivrai ensuite en insistant sur le fait que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte du rôle joué par la persuasion quand ils doivent convaincre quelqu'un. L'art de la persuasion consiste à utiliser votre optimisme, votre ambition, votre curiosité et votre énergie. Ok, vous avez dit la vérité, mais cela ne suffit pas. Il faut l'exprimer, la mettre en valeur. Dire la vérité et la mettre en valeur sont 2 choses totalement différentes. Si vous dites des vérités, mais sans attirer votre interlocuteur vers vous, sans l'attirer vers vous, vous aurez sans doute du mal à le convaincre, mais si vous le captivez, la vérité passerait beaucoup mieux. En d'autres termes, il faut le séduire. Alors, soyez enthousiaste, soyez actif avec vos gestes et mettez tout votre cœur. Dire la simple vérité ne suffit pas. De plus, apprenez à connaître votre interlocuteur, ce qu'il aime, ce qu'il méprise. Vous devez donc vous impliquer dans le but de convaincre quelqu'un. Pour clôturer, comme l'a dit Isaac Asimov, pour convaincre, la vérité ne suffit pas. Le mensonge et la persuasion jouent un rôle capital dans la conviction. Et ayez toujours à l'esprit que dans notre monde, malheureusement, the truth needs a proof, but a lie doesn't. Merci. Lorsqu'on affirme une erreur, mais avec éloquence, quand c'est si joliment dit, quand on joue avec nos passions et nos sentiments, quand on nous manipule, lorsque l'on est face à quelqu'un de têtu, de borné, qui pense avoir raison, moi aussi, je croyais que la vérité, elle seule, ne pouvait convaincre. Une réflexion me vint un jour, en pleine nuit. Des idées brouillonnent, se bousculent dans ma tête. La vérité, c'est un jugement que l'on porte sur la réalité. Elle émerge au moment où ce que l'on dit, lorsque l'on se prononce sur quelque chose, concorde et sont en harmonie tous les deux. Vous pouvez mettre en exergue le relativisme, celui qui dit à chacun sa vérité. Mais c'est là où l'erreur se fonde, car la vérité est objective et unique, là où l'opinion peut être singulière. Il y a ici une translation sémantique, un amalgame entre vérité et opinion. Ce que nous pensons n'est pas toujours la vérité. Nous avons chacun, bien sûr, nos préférences, des goûts. Si je vous dis que je préfère le rouge, là n'est point une vérité, simplement une opinion personnelle qui se reflète dans ce choix. On parle d'ailleurs d'opinion politique ou religieuse. Vous pouvez mettre en exergue le scepticisme, celui qui dit la vérité est inaccessible, mais le sceptique se réfute lui-même. Il affirme devoir douter. Je pense, donc je suis. La vérité, selon Victor Hugo, cette seule nécessité. À certains moments, peut-être, lorsqu'a émergé la vérité, celle-ci ne put ponctuellement ou temporairement point convaincre. À travers l'histoire, elle a mis du temps à se faire. Antiquité, les sophistes
Après avoir construit leur école notoire et propagé leur idée à des centaines de jeunes avides de conseils partout dans la Grèce antique, ont perdu. Leur bataille du savoir et de l'éloquence sacrée, mais faussée. Socrate et la sagesse les ont vaincus et c'est la vérité qui a convaincu. Moyen-Âge, obscurantisme, où seuls quelques penseurs hiboux pouvaient déchiffrer l'obscurité, voir à travers la bise de mensonges, le noir intellectuel. Et puis vient le siècle des Lumières et le goût du correct. À nouveau, c'est la vérité qui a convaincu. Temps moderne, personne ne croit Copernic et sa théorie sur l'héliocentrisme. Pourtant, qui aujourd'hui pourrait encore affirmer que l'homme est au centre de l'univers? C'est encore la vérité qui a convaincu. Époque contemporaine, quand mu par mes passions adolescents, peut-être en pleine crise existentielle, je réfute les conseils de mes parents, ce n'est point la vérité qui m'habite. Un voile noir obstruait ma vision, l'œil que je portais sur le monde louchait. Ce n'est que petit à petit, lorsque j'ai grandi, que j'ai pu rencontrer quelques petites parts de vérité sur mon parcours et à l'instar de mes lunettes, tout cela, ces expériences m'ont permis d'y voir plus net. La vérité a traversé les âges, elle a dû faire toutes les guerres pour être aussi forte aujourd'hui. Si la vérité ne convainc immédiatement, c'est parce que l'homme est par nature faillible. Nous préférons tous un bon bain bien chaud, d'illusions réconfortantes, plutôt qu'une douche froide de désillusion et de vérité. Car, je le rappelle, elle n'a pas pour but d'être confortable, mais d'être vraie. À terme, quand nous comprenons, quand la vérité convainc, c'est la même phrase qui revient dans l'esprit de tous. Si seulement j'avais su. Oui, j'ai trop pensé, dépensé mon temps, mécontent, j'ai pensé mes plaies car la déception est dure. Je ne vais pas romancer, encenser longtemps, car mes pensées m'effraient, mais la réflexion est pure. Alors je vous disais que j'étais embrouillé dans cette réflexion, que mon esprit était tourmenté. Pour moi, tout est devenu fou, un peu trop flou pour moi. Moi aussi, j'étais persuadé que la vérité à elle seule ne pouvait convaincre. Et puis, j'ai laissé cette réflexion mûrir. Et c'est la vérité qui m'a convaincu. Je vous remercie. La troisième citation est la suivante. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une personne convaincue qu'elle va faire du monde un endroit meilleur. Laissons la place à Hugues-Antoine Laurent. Cet étudiant, en première année de master à l'Université libre de Bruxelles, cultive depuis de nombreuses années son goût de la scène, particulièrement au travers de l'improvisation. C'est par le biais de l'éloquence qu'il nous montrera son talent aujourd'hui en confirmant la citation du fameux artiste urbain. Portons maintenant notre regard sur Esther Stuart. Cette étudiante, en troisième année de bachelier à l'Université libre de Bruxelles, ne cesse de démontrer sa passion pour la prise de parole et l'éloquence. Elle n'aura pas de difficulté à vous faire vibrer et à vous éblouir ce soir en infirmant la citation de Banksy. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une personne convaincue de rendre le monde meilleur. Je suis totalement d'accord avec cette citation du graffeur Banksy. Mais avant de rentrer dans le vif de ma plaidoirie, laissez-moi vous raconter une histoire. Celle d'un jeune homme qui vit au XVIIIe siècle en Provence. Il grandit dans un cadre aristocratique, dans de belles et grandes demeures lumineuses. Il étudie dans un collège jésuite où il découvre la littérature et le théâtre, deux domaines qui le passionnent et qui ne le quitteront plus de toute sa vie. Il deviendra même cavalier et mènera plusieurs guerres avec bravoure. D'apparence, ce damoiseau a tout d'un prince charmant. Pourtant, il semblerait qu'il ait des préoccupations bien plus sombres. En effet, ce jeune marquis sera connu pour sa vie de débauche sexuelle, pour son imagination débordante d'atrocités et pour avoir donné son nom au concept même de la jouissance, de la souffrance d'autrui.
Je parle bien évidemment du marquis de Sade. Mais pourquoi parler de cet homme, considéré comme un monstre par ses contemporains, me demanderez-vous? Eh bien, car nonobstant sa personnalité tout à fait controversée, encore aujourd'hui, il fut philosophe. Et son postulat philosophique va me permettre de mener cette plaidoirie à bien. Il dira, je cite, « La bienfaisance est bien plutôt un vice de l'orgueil qu'une véritable vertu de l'âme. » Ce que le marquis veut dire par là, c'est que toute personne proclamant en grand compte faire le bien de tous ne fait en réalité que flatter son petit ego. Les journalistes, les politiciens, les lobbyistes, les entreprises faisant du greenwashing, tous se donnent bonne conscience. Et au final, nous le savons bien, nous restons au statu quo. Pour vous en convaincre, je vais décortiquer la citation de Banksy. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une personne convaincue. Point. Le doute méthodique prôné par René Descartes semble être une vague et lointaine notion de philosophie enseignée lors d'un cours barbant du vendredi matin. Et pourtant, le doute est important. Aujourd'hui, il semblerait que vous devez appartenir à un lobby, qu'il soit de gauche ou de droite, qu'il soit progressiste ou conservateur, qu'il soit bobo ou facho. De toute manière, il prétend rendre le monde meilleur. On assiste donc, à cause d'une certaine crise identitaire, à un durcissement de la position idéologique, quelle qu'elle soit. C'est très problématique et ça ne nous fait ni évoluer sur le plan individuel, ni sur le plan sociétal. Car le monde et ses idées sont en perpétuel mouvement, en perpétuelle construction, et l'idéologie ne prend pas en compte cette complexité. J'en viens donc à mon deuxième argument. Ce monde qu'on veut absolument rendre meilleur à tout prix. Il y a d'emblée quelque chose qui me dérange avec ces deux mots, monde meilleur. Ils sonnent extrêmement relatifs. Un monde meilleur selon qui? Un monde meilleur selon quels critères? L'histoire nous a montré que les hommes convaincus de rendre le monde meilleur sont également ceux qui lui ont causé le plus de tort. Certainement qu'un Staline, qu'un Mussolini ou qu'un petit moustachu étaient convaincus de rendre le monde meilleur. Il n'en reste pas moins que leur projet pour le monde fut tout à fait morbide. Et c'est bien cela le problème, car les grandes idées ne suffisent pas à faire une action bonne, car derrière les belles paroles peuvent se cacher les pires atrocités. Ne dit-on pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions? Je préfère largement adhérer à des actions concrètes plutôt que de signer aveuglément le contrat du monde meilleur sans en connaître les clauses exactes. C'est le germe même de la vision totalitaire. Et pour citer le marquis de Sade, encore lui, la route de la vertu n'est pas toujours la plus sûre. Et il y a des circonstances dans le monde où la complicité d'un crime est préférable à la délation. Et je vous laisse méditer sur cette citation. Mais alors, me demanderez-vous, tout est perdu, c'est la fin du monde? Non. Attendez encore une seconde avant de vous terrer dans vos bunkers, car maintenant que nous avons désintégré la notion de monde meilleur, j'ai une alternative à vous proposer. Je vous propose de mener une vie bonne. Ce qui sauve l'humanité, ce qui nous permet de faire société, je pense que c'est la création. Les artistes précèdent les philosophes, ils dépassent les avocats et devraient supplanter les politiciens, car ils ont compris que pour être au monde, que pour être pleinement soi, il faut accepter même les émotions les plus négatives de sa personnalité. Il faut savoir, pour vivre avec les autres, voir la laideur en face. Les artistes, à travers leurs failles, remettent leur vie en jeu. Et il y a une citation japonaise qui dit que c'est à travers les failles que pénètre en nous la lumière. Pour conclure, je dirais ceci. Je ne veux pas rendre le monde meilleur. Je ne veux pas le rendre, car il ne m'appartient pas. C'est moi qui me rend à lui. Et j'espère y devenir meilleur. Merci de me voir. Ça fait maintenant plusieurs années, plusieurs dizaines d'années que certains d'entre nous marchent, point levé, en scandant successivement qu'on est plus chaud que le climat, plus chaud que les fachos et plus chaud que les machos aussi. J'ai donc marché, convaincu que nous ferions de ce monde, de nos rues, de nos villes et malheureusement plus récemment de nos bars, des endroits meilleurs. Banksy nous dit qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'une personne convaincue qu'elle va faire du monde un endroit meilleur et, à l'inverse de mon adversaire, je ne peux défendre cette position. Tout d'abord, parce que je doute. Je doute sur le fait qu'il n'y aurait rien de plus dangereux qu'une telle personne. Me concernant,
Je trouve que 2 personnes, 3 personnes, qu'un gouvernement, que tout un système, qu'une foule malléable, convaincus, eux, qu'ils feront du monde un endroit meilleur, est plus inquiétant et bien plus dangereux qu'une seule petite personne. Quelque chose de dangereux, c'est, tenez-vous bien, un grand merci au Larousse pour sa participation ici, quelque chose qui présente un danger. Et un danger, c'est ce qui menace la sûreté ou l'existence de quelque chose. Penser qu'il serait dangereux qu'on veuille faire du monde un endroit meilleur, c'est adopter l'attitude réactionnaire et conservatrice qui nous colle au basque depuis des siècles maintenant. Qu'il faudrait mieux conserver ce que l'on a, que c'est plus rassurant. Qu'il est dangereux d'oser penser qu'on pourrait changer le monde et encore plus de le faire. Acceptons le monde voulu par Dieu, par les hommes, par l'argent, et amen. Au passage, n'est-il pas encore justement plus dangereux qu'on ne veuille pas menacer la sûreté et l'existence d'un monde qui est entre autres injuste, inégal, patriarcal, intolérant et violent? N'y aurait-il en fait rien de plus dangereux qu'une personne qui ne veuille pas changer le monde? Ce que je vous concède cependant, et avec plaisir, c'est le fait qu'il n'y ait peut-être rien de plus naïf, illusoire, décourageant ou même hypocrite qu'une personne convaincue qu'elle rendra le monde meilleur. Oui, tout ça, pourquoi pas? Mais dangereux, non. Jamais. Je vous ai déjà avancé la non-dangerosité que présentait une seule personne, mais je le sais, vous m'attendez au tournant, et c'est normal, sur le personne convaincue. Parce que convaincu, ça pue. On pense qu'une personne convaincue, c'est soit une personne qui se convainc d'avoir un savoir qu'elle n'a pas, soit une personne qui pense avoir la certitude absolue, et dans les deux cas, c'est croire aveuglément. Et ça, c'est évidemment dangereux, ça l'a toujours été, et ça le restera. Qu'être trop sûr, ou que se convaincre qu'on est trop sûr, présente un danger. C'était d'ailleurs mon sujet précédent, ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude, enfin bref. Croire trop, trop fort, trop souvent à ne plus réfléchir. C'est le même danger pour tout. C'est d'aller trop loin dans la conviction. C'est l'exagération, c'est la non-mesure, c'est la conviction qui devient une croyance, un dogme, un objectif, c'est le basculement dans la folie de l'autre côté, le vrai danger. C'est ne plus penser, c'est foncer, le monde je vais le changer, ça ne fait aucun doute. Sauf que ça n'est pas ça. Une personne convaincue, ce n'est pas elle dont on parle. Celle dont il est question ici, c'est la personne qui fait son geste, son discours, son action, qui se bat, qui croit juste ce qu'il faut, qui parfois n'y croit plus, mais qui reste persuadée qu'elle pourra et qu'elle fera du monde un endroit meilleur. C'est acheter en vrac, c'est le discours de Martin Luther King, c'est essayer de prendre le train plutôt que l'avion, c'est la plaidoirie de Simone Veil sur l'IVG à l'Assemblée, c'est les distributions le lundi soir au frigo solidaire, c'est Greta Thunberg, c'est Badinter, c'est votre voisine de palier, loin des grands discours et des grandes théories, c'est eux, la personne convaincue qu'elle fera du monde un endroit meilleur. Et nous ne pouvons être que d'accord sur ça. Au grand jamais ne viendra d'eux le danger. Il nous reste une dernière notion à questionner, subtile, c'est celle du monde meilleur. Parce qu'elle influence évidemment grandement notre raisonnement, et sur cette notion, beaucoup de choses se jouent. La terreur actuelle, c'est les Jeff Bezos et les Elon Musk. C'est eux qui donnent de quoi cultiver la position de mon adversaire. Ils sont convaincus de faire du monde, selon leur définition, un endroit meilleur, et sont évidemment alors un danger. Mais entre nous, soyons honnêtes, un monde meilleur, ça n'est pas de faire passer pour du progrès scientifique et de l'évolution humaine, la méga collecte de nos données, l'envoi du gratin américain dans l'espace, la voiture qui se conduit toute seule, les conditions humaines de travail dans les multinationales et j'en passe. Ils ne font évidemment pas un monde meilleur, bien qu'ils en soient convaincus, et elle est là, notre dernière nuance importante. Alors c'est quoi un monde meilleur, me direz-vous? Il est évidemment dur d'en donner une définition à l'heure où nos volontés, nos objectifs et nos valeurs diffèrent plus que jamais. Dur, mais pas impossible. Parce que le monde meilleur, c'est notre lutte de toujours, faite de révolutions, de manifestations, de plaidoiries, de coups de gueule, de progrès. Le monde meilleur, c'est ce qui n'allait pas hier, c'est ce qui sera discuté aujourd'hui, et c'est ce qui devra aller mieux demain. Alors s'il existe plus dangereux qu'une personne convaincue, si une personne convaincue de changer le monde, c'est une personne qui en veut, et si changer le monde a toujours été l'objectif vers lequel tendre, alors permettez-moi d'insister, mais le danger ne vient définitivement pas de notre côté. Merci d'avoir écouté. Mesdames, Messieurs, nous allons entamer la dernière partie de notre concours. J'invite le jury à se retirer avant de délibérer en privé du résultat final.
Mesdames et messieurs, nous allons passer maintenant, sans plus attendre, à la remise des prix. En commençant par le prix public, prix qui est votre choix, je le rappelle, attribué à Jean Kitengui. Alors, du prix Vecteur Mackenzie, Esther. Le grand gagnant, ou la grande gagnante du concours d'éloquence 2021-2022 est la personne qui a rempli le plus de critères et qui nous a le mieux convaincus. Donc il s'agit de Hugues Antoine. L'éloquence, on touche déjà à sa fin. On tient d'abord à remercier chaque juge en vous offrant une bouteille de notre partenaire de Konix qui a participé à cet événement. J'aimerais aussi, avec l'ensemble de la commission Moot Court Competitions, vous remercier à tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Encore une fois, ce fut un réel plaisir d'être accueilli dans ces superbes bureaux, ce superbe cabinet, pour donner la parole à de si talentueux orateurs. À titre personnel, on n'a vu pas grand-chose, mais véritablement, c'est la première fois que j'ai été aussi subjugué, et je dis pas ça parce que c'est le concours, voilà. Voilà, vous avez véritablement ce soir fait vivre l'art oratoire. Merci à Grégory Roche.